L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, le début de la saison NBA approche peu à peu et j'espère que vous allez bien. Ça y est, après une petite pause cet été, les sondages Insta sont de retour et franchement vous avez été sans pitié. Le thème que vous avez choisi a explosé tous les autres comme jamais avant. Aucune concurrence, zéro suspense, vous vouliez cette vidéo et ça tombe bien, moi aussi. Donc aujourd'hui on repart sur un concept que vous connaissez déjà puisque je l'avais lancé l'année dernière. Un joueur à suivre par équipe NBA, 30 franchises, 30 profils et autant d'histoires à raconter. Mais attention, ce n'est pas forcément le meilleur joueur de chaque team que j'aborderai. L'idée c'est de zoomer sur celui qui peut potentiellement faire basculer la trajectoire de sa franchise. Celui qui peut devenir le facteur X de la saison. Ça peut être une recrue, un jeune qui doit exploser, un vétéran qui doit confirmer, ou même encore pourquoi pas un All-Star qui aurait des choses à prouver. Le point commun, c'est qu'ils soulèvent tous des questions. Est-ce qu'ils vont step up ou au moins être au niveau? Est-ce qu'ils vont emmener leur équipe plus haut? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont décevoir et plomber la saison de leur franchise? Bref, j'en fais pas plus, je pense que vous l'avez compris le délire. Il y a rien de sorcier là-dedans, ça reste des choix personnels. Alors installez-vous bien, on se lance pour un tour complet de la ligue. Place à mes 30 joueurs à suivre pour la saison NBA 2025-2026. Et nous, on attaque ce tour d'horizon en Georgie avec Atlanta et Zaccharie Risacher, Jitney. Drafté en numéro 1 l'an dernier, le Français a signé une saison rookie super solide. 73 titularisations, près de 13 points de moyenne, 36% à 3 points et 2 trophées de rookie du mois à l'Est. Dès janvier, il flirtait déjà avec les 14 points de moyenne, preuve qu'il avait trouvé son rythme. Pas mal pour un gamin d'à peine 19 ans qui a débarqué dans une équipe qui visait les playoffs. Avec lui, on a découvert un ailier longiligne, capable de défendre plusieurs postes et d'apporter du spacing, exactement ce qu'Atlanta espérait. Avec les arrivées de Kristaps Porzingis et de Nickeil Alexander-Walker, cet été, son rôle devient encore plus stratégique. Il n'a pas besoin de forcer, mais son shoot et sa défense vont être vitaux pour l'équilibre du collectif. En fait, la vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir devenir dans ce roster New Look? Est-ce que les Hawks vont le laisser dans ce rôle de sniper 3&D parfait, ou est-ce qu'ils vont lui donner plus de responsabilités balle en main? Parce que s'il développe son dribble, son pull-up et un peu de création pour les autres, il peut rapidement dépasser l'étiquette de role player de luxe et vraiment justifier son statut de first pick. Et ce qui me rend optimiste, c'est que son profil peut coller à tous les 5 possibles. Il peut s'adapter à tous les line-up, et ça j'adore. Avec Trae Young à la création, Dyson Daniels pour défendre, Porzingis pour étirer le jeu et Jalen Johnson pour attaquer le cercle, Risacher peut être le lien entre tout ce beau monde. S'il répond présent, Atlanta peut viser bien plus haut que le play-in, et pourquoi pas s'installer dans le top 6 à l'Est. On enchaîne maintenant avec Boston où tout a basculé au printemps dernier, avec la blessure de Jason Tatum et les trades qui ont été réalisés cet été. Ainsi, Peyton Pritchard, meilleur 6e homme de la saison passée, pourrait bien passer de dynamiteur en sortie de banc à titulaire. Avec le départ de Jrue Holiday et l'arrivée d'Anthony Simons, beaucoup pensaient que l'ancien Blazer saurait le spot, mais de ce qu'il se dit, Joe Mazzulla a choisi de récompenser Pritchard, et sa super saison, c'est mérité. Et ça pour lui, ça peut représenter un vrai changement de dimension, un déclic. Parce que quand il a été propulsé titulaire, l'année dernière, il a explosé, plus de 21 points, près de 7 passes et 5 rebonds de moyenne. Il a prouvé qu'il pouvait assumer plus de volume, et dans un effectif qui a perdu Porzingis, Holiday et peut-être Horford, Boston a besoin d'un moteur derrière Jaylen Brown et Derrick White. Et c'est là je trouve que ça devient excitant, sûrement bien plus que ce qu'on l'imagine actuellement. Est-ce qu'il peut transformer son profil de 6e homme en meneur fiable titulaire? Est-ce qu'il peut garder son efficacité avec plus de minutes et plus de responsabilités? Si oui, alors les Celtics auront trouvé en interne une arme inattendue pour survivre sans Tatum. Pour Pritchard, c'est la chance rêvée de prouver qu'il peut être une pièce majeure d'un contender et pas juste un joker qui sort du banc. Prenons la direction de Brooklyn maintenant dans un décor totalement différent. Michael Porter Jr. a quitté Denver cet été pour rejoindre les Nets dans un deal qui a envoyé Cam Johnson chez les Nuggets. Après des années passées dans l'ombre de Jokic et Murray, le voilà propulsé go-to guy d'une équipe en reconstruction. Ça peut vraiment correspondre à un réel changement de statut pour lui. À 27 ans, Porter reste l'un des shooters les plus fiables de la ligue, plus de 39% à 3 points sur les dernières saisons. Il est l'un des joueurs les plus adroits de la NBA derrière la ligne avec un tel volume. En 2024-2025, il tournait encore à 18 points, 7 rebonds et 50% au tir, c'est méga propre. Mais à Brooklyn, ce sera fini les passes de Nikola Jokic pour lui créer des positions en or, et ça peut poser problème. Cette fois, il devra montrer qu'il peut se créer ses shoots, assumer un vrai rôle de leader offensif et rester constant dans ses choix. Les ballons vont pleuvoir, il devrait dépasser les 20 points par match sans souci, et s'il garde la même efficacité, ce sera beau, mais pour franchir un vrai cap, il faudra qu'il progresse en défense et qu'il crée davantage pour les autres. Ça, honnêtement, ça représente ses 2 principaux défauts, et je compte vraiment sur lui pour qu'il puisse taffer là-dessus. Si Porter réussit ce pari, il peut non seulement signer la meilleure saison de sa carrière, mais aussi offrir un nouveau
nouveau visage à des Nets en quête d'identité. Son année sera l'un des tests les plus fascinants de la conférence Est. Allez maintenant, cap sur Charlotte où un autre Français aura une carte à jouer, Moussa Diabaté. L'an dernier, il a décroché un contrat garanti de 3 ans après avoir convaincu les Hornets avec son énergie et son impact sous le cercle. En 43 matchs, il a sorti ses meilleures stats en carrière. Près de 5 points, 7 rebonds et 19 minutes de jeu avec 6 titularisations. Dans un effectif où le poste de pivot reste une énigme, les portes semblent grandes ouvertes pour lui. Mark Williams est parti, Mason Plumlee vieillit et Youssouf Nourkic ne pourra pas tenir une saison entière. Résultat, Diabaté a un boulevard pour s'imposer comme protecteur de cercle et aspirateur à rebond, deux qualités que Charlotte recherche désespérément. Puis ce que j'aime à côté de ça, c'est que chez les Hornets, personne d'autre ne possède un profil de ce type. Maintenant je le sais, sa décision de zapper l'Eurobasket pour se concentrer sur la NBA a fait grincer des dents. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il puisse être là, une compétition d'un tel niveau, je pense, aurait pu l'aider à grandir. Mais bon, je me dis que si sa team compte sur lui autant que ce qu'il se dit, finalement, cette décision peut prendre tout son sens. À 23 ans, Diabaté sait qu'il doit capitaliser sur cette opportunité rare, devenir titulaire dans une équipe NBA qui manque de certitude à l'intérieur. Si son activité et son énergie se confirment, il peut transformer une faiblesse du roster en vraie force, et surtout s'affirmer comme l'un des nouveaux visages du projet des Hornets. On file à Chicago maintenant, et là, avant de voir ce que donnera la situation de Josh Giddey, toutes les discussions tournent autour de Coby White. À 25 ans, il sort de la meilleure saison de sa carrière, plus de 20 points, presque 5 passes, une adresse solide à 3 points, et même un mois de mars où il flirtait avec les 25 points de moyenne. Pour un joueur payé à peine 12 millions la saison, c'est l'un des contrats les plus friendly de la ligue. Sauf que ça, des soldes pareils, évidemment, ça ne va pas durer éternellement. White sera libre en 2026 et son futur contrat pourrait approcher les 30 millions annuels. Chicago doit donc trancher, le prolonger coûte que coûte ou écouter les nombreuses offres de trade qui tombent déjà. Parce qu'aujourd'hui, son profil de combo guard capable de jouer avec ou sans ballon, de planter de loin et qui fait des progrès défensifs attire pas mal de monde. C'est pour ça que pour moi, sa saison va être aussi cruciale et qu'il faudra la suivre. S'il continue sur cette lancée et qu'il se rapproche du statut borderline All-Star, il deviendra peut-être le vrai visage du projet Bulls, mais si la franchise hésite encore et tarde à se décider, elle pourrait bien se retrouver piégée, comme trop souvent ces dernières années. Le futur de Chicago passe donc potentiellement par la trajectoire de Coby White et les choix que fera le front office autour de lui. Allez, maintenant on reste dans le même coin de la carte pour évoquer les Cleveland Cavaliers, et dans cette team, un nom m'intrigue particulièrement, Lonzo Ball. Après des années bouffées par les blessures, le meneur de 27 ans vient de débarquer chez les Cavs dans l'échange qui a envoyé Isaac Okoro à Chicago. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus eu de rechute au genou depuis son retour, et il a quand même pu disputer 35 matchs l'an dernier. Ses stats étaient modestes, mais il a montré qu'il pouvait encore organiser, défendre et mettre du rythme, c'est pas mal. Et justement, connaître le rôle qu'il peut encore avoir aujourd'hui, dans une équipe d'autant plus ambitieuse, c'est ça qui m'intrigue. Avec Darius Garland blessé au pied, incertain pour le début de la saison et le départ de Ty Jerome, Ball pourrait bien récupérer des minutes importantes en backup, voire dépanner comme titulaire parfois. Dans un effectif ambitieux mais mis en difficulté par Indiana en playoff, un vrai playmaker secondaire pourrait faire un bien fou à Kenny Atkinson. Surtout que le talent, il l'a toujours eu, je n'ai aucun problème avec ça, le vrai problème le concernant, c'est la santé. Alors si Lonzo parvient à rester sur ses jambes et à retrouver de la constance, il peut redevenir ce connecteur idéal, un passeur fluide, un défenseur intelligent et un artilleur correct en catch and shoot. Rien de clinquant, mais exactement le profil qui peut stabiliser la rotation d'un contender. Sa saison sera donc un vrai test, autant pour sa santé que pour les ambitions des Cavs. On traverse le pays désormais, direction Dallas, avec un joueur qu'on n'attendait pas forcément ici, D'Angelo Russell. Recruté cet été, il attaque la saison avec une énorme responsabilité, tenir la main pendant l'absence de Kyrie Irving. Lui qui sort d'une année en demi-teinte baladée entre Lakers et Nets a désormais l'occasion de se relancer dans un rôle taillé pour lui. Parce qu'en théorie, au moins, je vais aller droit au but, il peut cocher beaucoup de cases pour ses Mavs. D'Lo est un créateur sur pick and roll, capable d'organiser le jeu mais aussi de sanctionner à 3 points quand son tir est en place. Il a déjà prouvé à Brooklyn et Minnesota qu'il pouvait tourner autour des 20 points par match avec régularité, puis son expérience aux côtés de stars devrait l'aider à s'intégrer dans un collectif où Anthony Davis, Klay Thompson et le rookie Cooper Flagg auront eux aussi besoin d'un meneur fiable. Et la vraie question en fait c'est quelle version de Russell Dallas va récupérer. S'il retrouve l'efficacité et la confiance qui ont fait de lui un All-Star par le passé, il peut maintenir l'équipe dans le haut de l'Ouest et préparer un retour en douceur pour Kyrie. Mais s'il retombe dans ses travers rythmés par une inconstance trop forte, les Mavs risquent de se compliquer la vie très vite avec lui aux commandes. Pour une franchise qui vise le titre maintenant, ce serait catastrophique. D'ailleurs, puisqu'on parle de contenders, direction Denver. Cet été, les Nuggets ont fait un choix fort, échanger Michael Porter Jr. contre Cam Johnson. Sur le papier, les deux se ressemblent, deux ailiers shooters de grande taille capables de mettre dedans avec régularité à 3 points. Mais pour moi, Johnson apporte quelque chose de différent, moins flashy que MPJ, moins gifté au scoring aussi, mais plus complet, meilleur passeur et surtout un vrai joueur de collectif, un glue guy.
À mon sens, c'est exactement le style de profil qu'il fallait privilégier pour accompagner Jokic. Parce que Denver n'avait pas forcément de soucis avec ses piliers, Jokic, Murray, Gordon, ça tournait très bien. Le souci, c'était un petit peu la profondeur autour de ce trio. Avec Johnson, les Nuggets gagnent de la flexibilité salariale, récupèrent Jonas Valanciunas et ajoutent aussi Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown. Résultat, plus de rotation, plus de stabilité et un profil d'ailier qui sait s'intégrer sans monopoliser la balle. La vraie intrigue maintenant, ça va être de voir comment il peut s'adapter à ce rôle dans une équipe ambitieuse. Si Johnson garde son efficacité de sniper, 19 points de moyenne l'an dernier à Brooklyn avec 47% au tir et presque 40% de loin, et qu'il s'impose comme ce ciment qui fait tourner l'équipe, alors Denver aura peut-être trouvé une meilleure alchimie qu'avek Porter. À lui de jouer, car dans l'ombre des stars, il peut devenir un vrai rouage essentiel pour ramener le titre dans le Colorado. À Détroit maintenant, le joueur que j'ai envie de surveiller, c'est Ausar Thompson. Drafté en 2023, il s'est déjà imposé comme un pilier du projet Pistons. Défenseur d'élite, athlète infatigable, il a été l'un des grands artisans du retour en play-off l'an dernier, avec même une première série contre New York où son activité et son intensité ont largement marqué les esprits. Et ce qui saute aux yeux en fait, c'est sa progression constante depuis sa draft, c'est ça que je kiffe chez lui. En 2 saisons, il a prouvé qu'il pouvait défendre quasiment toutes les positions, attaquer le cercle avec férocité et surtout être un facteur X sans qu'on ait besoin de lui dessiner des systèmes. L'an dernier encore, il tournait à 11 points et 6 rebonds avec un vrai impact invisible. Malgré son faible pourcentage extérieur, il reste incontournable grâce à ses coupes, ses écrans et son énergie. La vraie question en fait le concernant, c'est jusqu'où peut-il aller offensivement? Où est-ce que se situe son plafond? S'il développe son tir et apprend à créer un peu plus ballon en main, il peut devenir bien plus qu'un simple role-player énergique. Avec Cade Cunningham et Jalen Duren déjà installés, Ausar pourrait incarner le 3e pilier du projet, un two-way player capable de hausser le plafond des Pistons et d'accélérer leur montée dans une conférence Est plus ouverte que jamais, ce serait fort. Maintenant go, on traverse encore le pays et cap sur la baie de San Francisco pour parler des Warriors. Chez eux, un nom saute aux yeux, Jimmy Butler. Arrivé en plein milieu de la saison dernière, il a changé le visage de l'équipe. Avec lui et Steph Curry ensemble sur le parquet, Golden State a fini avec un énorme run. 22 victoires pour seulement 5 défaites. En saison régulière, Butler a tourné à près de 18 points, 6 passes et 6 rebonds. Tout ça avec son impact défensif habituel. Rien de fou, mais exactement ce qu'il fallait pour relancer une machine qui semblait enrayée. Et le bon point, c'est que tout de suite, la connexion avec Curry a sauté aux yeux. En play-off, avant la blessure de Steph, ce duo paraissait presque injouable. Butler apportait ce qu'il a toujours su faire, du rythme, de la dureté et de la création. Le problème, c'est que dès que Curry s'est arrêté, il n'a pas pu porter seul les Warriors face à Minnesota. Résultat, une élimination au 2e tour et la frustration d'avoir senti une vraie fenêtre se refermer. Et c'est vraiment autour de ça que se situe la majeure partie de mes interrogations. Parce qu'il va attaquer sa saison à 36 ans et qu'il a signé une extension énorme pour rester jusqu'en 2027. Les Warriors l'assument clairement, ils ont 2 ans, pas plus, pour aller chercher un dernier titre autour de Curry et Green. Si Jimmy parvient à rester frais et à maintenir son niveau All-Star, Golden State reste un outsider dangereux. Mais si les blessures ou la fatigue prennent le dessus, ce pari pourrait très vite se retourner contre eux. Puis puisqu'on parle de paris à l'ouest, impossible désormais d'ignorer la plus grosse bombe de l'été, Kevin Durant à Houston. À bientôt 37 ans, KD débarque dans le Texas avec un énorme deal, avec un seul objectif, transformer les Rockets en vrais candidats au titre. Sur le papier, c'est évidemment monstrueux, 2 fois champion, 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP, 12 saisons consécutives à plus de 25 points de moyenne avec une efficacité hallucinante. Même la saison dernière, il tournait encore à presque 27 points avec un vrai niveau All-NBA. Le vrai problème, vous le connaissez, ce n'est pas la saison régulière qui pose question, mais sa réelle capacité à faire gagner une équipe en play-off depuis son départ de Golden State. À Brooklyn, il est passé à un orteil d'éliminer les Bucks en 2021, mais depuis, ça a surtout été de la frustration. Et à Phoenix, malgré un trio talentueux sur le papier avec Devin Booker et Bradley Beal, ça n'a jamais cliqué. Résultat, aucun vrai run marquant et la sensation que KD n'a pas réussi à imposer sa patte comme franchise player. Alors forcément, un nouveau maillot, et cette saison à Houston s'annonce comme un énorme test. Parce que les Rockets sortent d'une campagne à 52 victoires avec un collectif déjà solide défensivement et des jeunes qui montent en puissance. Alperen Sengun, All-Star, Amen Thompson, déjà All-NBA défensif, Jabari Smith Jr. en pleine progression, sans oublier l'arrivée de Clint Capella et Dorian Finney-Smith. Dans ce contexte, Durant n'a pas besoin de tout faire, mais s'il reste en bonne santé et qu'il parvient à redevenir cette référence absolue en play-off, Houston peut viser les finales NBA dès cette année. Et là, KD aurait enfin l'occasion de rappeler qu'il fait toujours partie de l'élite de la ligue. Et puisqu'on parle d'équipes qui veulent confirmer, cap désormais sur l'Indiana avec Pascal Siakam. À 31 ans, il sort peut-être de l'une de ses campagnes les plus accomplies. 20 points, 7 rebonds de moyenne en saison, puis un run de play-off exceptionnel jusqu'au final NBA. Il a même été élu MVP de la finale de conférence à l'Est. Avec près de 25 points de moyenne en play-off à plus de 50% au tir, il a prouvé qu'il pouvait être le leader offensif d'une équipe qui joue le titre. Sauf que cet été, à Indianapolis, le décor a complètement changé. Tyrese Haliburton, le vrai moteur du projet, s'est gravement blessé au tendon d'Achille. Miles Turner, le cadre historique, est parti à Milwaukee. Résultat, les clés de l'équipe reviennent à Siakam, qui va devoir assumer un rôle encore plus central, à la fois premier scoreur et véritable point d'ancrage du collectif.
Et c'est là que ça devient passionnant, et c'est ça qui me donne particulièrement envie de suivre le Camerounais. Parce que Siakam a déjà montré à Toronto qu'il pouvait porter une attaque. Initiateur sur demi-terrain, jeu de haut panier, ISO, transition, il sait tout faire. Sa polyvalence est sa grande force. Sans Haliburton, il va devoir redevenir playmaker par séquence, créer pour les autres, et si Indiana veut rester compétitif à l'Est, ce sera à lui de tenir la baraque soir après soir. Et maintenant, si on part du côté des Clippers, difficile de ne pas s'arrêter sur un autre cas particulier, Kawhi Leonard. L'an dernier, il a quand même signé une saison très solide, plus de 21 points de moyenne, des pourcentages élites avec 50% au tir et 41% à 3 points, ainsi qu'un impact défensif toujours monstrueux. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, il a fini une campagne sans s'écrouler physiquement en play-off. Surtout qu'on le sait, quand Kawhi est là, les Clippers peuvent être une vraie menace. Face à Denver, on a à nouveau vu qu'il pouvait encore être ce two-way player capable de faire dérailler les meilleures attaques par séquence. Et avec l'arrivée de Brook Lopez pour sécuriser la raquette, plus James Harden toujours aux manettes, l'effectif reste armé pour rivaliser avec le gratin de l'Ouest. Et la vraie question, elle, n'a pas bougé. Il y a toujours les mêmes interrogations autour de l'ailier. Kawhi a aujourd'hui 34 ans, avec un passif médical chargé. Les Clippers l'ont protégé en décalant ses débuts de saison, mais cette fois, ils auront besoin de lui du début à la fin. Sa santé décidera de tout. Avec lui, LA peut viser le top 4 et enfin tenter un vrai run. Sans lui, ce projet plafonnera, encore une fois. Et puisqu'on parle de joueurs qui divisent, impossible maintenant, en partant du côté des Lakers, d'ignorer DeAndre Ayton. Ancien first pick, pivot longiligne de 2m13, il sort d'une aventure compliquée à Phoenix puis à Portland. Entre blessures, manque d'implication et attitude parfois trop passive, il a souvent déçu. Pourtant, ses chiffres restent solides, plus de 14 points et 10 rebonds de moyenne, une nouvelle saison en double-double. Et c'est bien ça le paradoxe, le talent est là, mais le moteur, lui, ne suit pas toujours. Aujourd'hui, il débarque aux Lakers après un buyout avec Portland et il rejoint une équipe qui cherchait un vrai pivot depuis le départ d'Anthony Davis. Aux côtés de Luka Doncic et LeBron James, il aura des pick and roll à foison, des ballons faciles à conclure et la possibilité de s'installer confortablement comme le troisième homme de l'effectif. Le problème, vous le connaissez, c'est que son impact dépend étroitement de son investissement. Parce que si Ayton se contente d'un petit 13 points 8 rebonds sans intensité, ça ne suffira pas. Les Lakers ont besoin d'un pivot qui défend, qui domine au rebond, qui punit en attaque. Il a 27 ans, il est dans son prime, il n'a plus d'excuses. S'il met enfin le mental au niveau de son talent, LA peut viser bien plus haut que le premier tour. Mais s'il continue à stagner, il deviendra vite la grande déception de ce projet. D'ailleurs, pour enchaîner, après Ayton, à Memphis, il y a un autre joueur qui cristallise les débats, Ja Morant. À 25 ans, il reste l'un des meneurs les plus spectaculaires de la ligue. Explosivité, vitesse, dunk venu d'ailleurs, son jeu fait toujours lever les foules. Mais le problème n'a jamais été son talent. Le problème, ce sont ses blessures à répétition et les polémiques extrasportives qui ont plombé son image ces dernières années. Et cet exercice, plus que jamais, ça va être une année charnière pour lui et son équipe. Parce qu'avec le départ de Desmond Bane, l'attaque des Grizzlies repose encore plus sur ses épaules. Memphis n'a pas cherché de star extérieur cet été, pas de gros trade, pas de signature clinquante. Le message est clair, c'est l'équipe de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. et c'est à eux de porter la franchise. Et la vraie question concernant Ja, c'est de savoir s'il peut redevenir le vrai cauchemar de l'Ouest qu'il était il y a 3 ans. Sur ses 2 dernières campagnes, il a manqué plus de 150 matchs. En play-off, il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait tenir physiquement et mentalement. Pire, certains dirigeants ne le considèrent même plus comme un top player quand il est en bonne santé. Pourtant, son potentiel est toujours là. Avec son handle et son explosivité, il peut redevenir une superstar incontournable. À lui de prouver donc, et c'est là tout l'enjeu pour Memphis. Si Morant parvient enfin à tourner la page des blessures et du cirque en dehors du terrain pour se concentrer uniquement sur le basket, Memphis peut encore exister dans la hiérarchie de l'Ouest. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être envisager l'impensable, élaborer un trade et tourner la page Ja Morant chez les Grizzlies. Si on descend en Floride, désormais, à Miami, impossible d'ignorer le cas Tyler Herro. À 25 ans, il sort de la meilleure saison de sa carrière, presque 24 points, 5 passes, All-Star pour la première fois et surtout meilleur scoreur du 8 après le départ de Jimmy Butler. On a vu un Herro capable de créer son tir, de sanctionner à 3 points, mais aussi de prendre des responsabilités balle en main. Le souci, c'est que j'ai toujours du mal à le placer et à le hiérarchiser dans l'échelle des grandes stars de la ligue. Est-ce qu'il est vraiment un franchise player ou juste un go-to-guy par défaut parce que Miami n'a pas mieux? C'est toute la nuance. Le 8 n'a pas cherché de superstar cet été, préférant miser sur un noyau jeune autour de Bam Adebayo et Herro. Résultat, il devient automatiquement le visage offensif de la franchise. Et c'est là que son cas devient fascinant à suivre pour cette campagne. Parce qu'au-delà des stats, il y a la question du contrat. Herro veut une extension énorme, proche des 40-42 millions par an. Pour la justifier, il doit prouver qu'il peut être régulier, efficace en play-off et résister aux défenses focalisées sur lui. Spoelstra l'a même testé en meneur par séquence, preuve que Miami veut en faire bien plus qu'un simple shooter. Et si Herro confirme ce niveau All-Star, Miami pourra bâtir autour de lui. Par contre, si les limites apparaissent, il pourrait vite devenir une monnaie d'échange pour ramener la superstar qui manque au hit. Et puisqu'on parle de Paris, de toute façon c'est un
petit peu le but aujourd'hui, direction Milwaukee maintenant avec Miles Turner. Arrivé cet été après 10 saisons à Indiana, il sort d'une finale NBA perdue face au Thunder et signe chez les Bucks pour 4 ans. À 29 ans, il remplace Brook Lopez, parti aux Clippers, et prend un rôle majeur aux côtés d'Giannis Antetokounmpo. Comme Lopez, il écarte le jeu grâce à son tir, mais en plus, il apporte qualité athlétique, mobilité et verticalité. Et ça, franchement, ce recrutement, ça peut être un vrai signal envoyé à Giannis. Ses chiffres parlent pour lui, plus de 15 points et 2 contres de moyenne la saison passée, recordman historique des contres à Indiana, et encore capable d'enchaîner 70 matchs par an. Défensivement, c'est l'un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue. Offensivement, il va profiter d'une pluie de caviar et pourra sanctionner sur les défenses qui se ferment trop sur le grec. Par contre, l'équation est simple, Milwaukee a absolument besoin qu'il élève son niveau de jeu pour rester collé au top de l'Est. Parce que si Turner s'impose comme une vraie option fiable derrière Giannis et Kuzma, les Bucks auront de quoi rêver à nouveau à un beau parcours en play-off. Mais s'il peine à assumer ce rôle, le risque serait énorme pour une franchise déjà fragilisée par le départ de Lillard et les doutes autour de l'avenir d'Antetokounmpo. Bref, pour enchaîner maintenant, on va dans le Minnesota, avec un joueur qui centralise toujours pas mal de regards, Rudy Gobert. À 33 ans, il sort d'une saison paradoxale, finaliste de conférence avec les Wolves, mais aussi sa plus faible production depuis 8 ans, à peine 12 points et 11 rebonds de moyenne. Défensivement, malgré son trophée de Depoy en 2024, il a semblé moins tranchant, moins intimidant dans la raquette. C'est d'ailleurs pour ça que son choix de faire une croix sur l'Eurobasket 2025 est potentiellement crucial. Il veut se préserver et se concentrer à 2000% sur la prochaine saison NBA. Maintenant, à lui de prouver qu'il a eu raison et qu'il a pris la bonne décision. Les Wolves savent qu'ils auront besoin du meilleur Rudy pour franchir un nouveau cap, parce que si Anthony Edwards est le visage de l'équipe, la solidité défensive repose encore sur Gobert, et quand il est à son vrai niveau, protecteur de cercle, aspirateur à rebond, poseur d'écran solide et finisseur près du cercle, Minnesota peut devenir une forteresse. Et la question, elle est là, est-ce qu'il peut redevenir ce pilier indiscutable en saison régulière, mais aussi en play-off? S'il retrouve son impact, alors les Wolves peuvent viser encore plus haut que ses finales de conférence, mais s'il continue à régresser, son énorme contrat et son âge deviendront vite un poids. C'est une saison charnière, peut-être la plus importante de sa carrière NBA, parce qu'elle dira si Gobert est encore l'un des intérieurs dominants de la ligue ou s'il entre peu à peu dans une phase de déclin. Et vu qu'on parle de joueurs qui doivent absolument prouver, impossible maintenant, quand on part du côté de Nola, de ne pas enchaîner avec Zion Williamson. Encore une saison tronquée l'an dernier, seulement 30 matchs, une blessure aux ischio, une contusion au dos et au final des stats toujours impressionnantes, presque 25 points, 7 rebonds et 5 passes, mais un échantillon trop faible pour marquer durablement la ligue. Depuis son arrivée en NBA, il n'a dépassé les 60 matchs qu'une seule fois, et à chaque fois, on ressort la même question. Et s'il faisait attention à son corps, juste ça? Parce que voilà, n'ayons pas peur des mots, Zion est un joueur qui fascine autant qu'il désespère. Le talent, lui, ne fait aucun doute, quand il est fit, il est injouable, puissance de bulldozer, toucher propre près du cercle, capacité à distribuer, un mélange unique qui peut transformer les Pelicans du sol au plafond, et le front office continue d'y croire, son salaire à près de 40 millions a été garanti malgré des clauses. En clair, tout est fait pour le pousser à rester dispo et assumer son statut de franchise player. Sauf que la réalité, c'est que depuis sa draft, on attend encore à le voir tenir une saison complète. Parce que si Zion réussit enfin à enchaîner, il peut remettre New Orleans sur la carte à l'ouest et redevenir l'une des attractions majeures de la ligue. Mais si les pépins physiques continuent, ce sera le même refrain. Espoir déçu, saison gâchée, et une franchise qui devra tôt ou tard se poser la question de son avenir. En 2025-2026, plus que jamais, c'est à lui de prouver qu'il peut être plus qu'une promesse qui ne se tient jamais. Maintenant, on navigue vers la case promesse à confirmer, et pour ça, cap vers New York avec Guerschon Yabusele. Après un passage réussi aux Sixers avec 11 points et 6 rebonds de moyenne, il a montré qu'il avait retrouvé sa place en NBA. Intensité, physique, tir extérieur, il a convaincu. Mais Philly n'a pas voulu casser sa tirelire pour le garder. Tant pis pour eux, c'est New York qui l'a récupéré pour 2 ans et 12 millions. Et ce qui frappe surtout avec lui, en tout cas à mes yeux, c'est le fit assez parfait que Guerschon pourrait former avec l'environnement Knicks. Dans une équipe déjà armée pour l'Est avec Brunson, Bridges, Anunoby et Towns, Yabusele colle parfaitement à l'ADN de l'équipe. Combatif, solide, toujours à fond, exactement ce que le Madison Square Garden adore. Mike Brown l'imagine comme un joueur de rotation clé, capable de défendre plusieurs postes et d'apporter de la dureté quand l'intensité monte en play-off. Reste maintenant à transformer l'essai, ce sera primordial pour s'imposer, et il en est capable à mon sens, surtout avec cet été où il apprend encore plus de leadership en tant que capitaine des Bleus. Parce que s'il confirme ce qu'on a vu à Philly et avec l'équipe de France, Yabusele peut rapidement devenir un des chouchous du Garden. New York avait besoin de profondeur et de mordant dans son front-court, et il arrive au bon moment. Dans une franchise qui vise très haut, il a l'occasion de s'installer durablement et pourquoi pas de s'affirmer comme l'une des belles surprises de la saison à l'Est. Maintenant, dans la famille des jeunes à surveiller, il y a Nikola Topic avec OKC. Drafté en 12e position en 2024, le meneur serbe n'a pas joué une minute l'an dernier à cause d'une rupture du ligament croisé. Il a passé la saison à bosser dans l'ombre, à observer, à se fondre dans le vestiaire, et il a fait ses débuts cet été en Summer League. Près de 7 passes de moyenne, un vrai chef d'orchestre en devenir, déjà réputé pour sa vision du jeu et son sens du tempo. Mais ok ici, champion en titre, on le sait, rien n'est jamais simple pour se faire une place dans le roster. La rotation arrière est blindée, Shai MVP, Cason Wallace qui progresse, Caruso pour l'expérience, AJ Mitchell qui a brillé, mais Topic a un profil unique, c'est un créateur pur, un meneur qui met ses
ses coéquipiers dans les meilleures positions, et c'est exactement ce qui peut lui permettre de gratter des minutes derrière SGA, là où Wallace est plus défensif et Mitchell plus scoreur. Reste à voir maintenant comment il va s'intégrer, comment il va s'adapter, et comment Marc Daigneault va l'utiliser, ce sera la clé. Soit il est protégé, envoyé un peu en G-League pour prendre du rythme, soit il devient rapidement une option crédible en sortie de banc. Quoi qu'il arrive, c'est une pièce à long terme pour OKC. S'il reste en bonne santé et qu'il s'adapte au rythme de la NBA, il pourrait devenir un des visages de la relève du Thunder, et transformer ce qui est déjà l'effectif le plus profond de la ligue en véritable usine à talent. Retour à l'Est maintenant vers Orlando avec une équipe qui a frappé un gros coup cet été en faisant venir Desmond Bane. Arrivé de Memphis contre Cole Anthony, KCP et des tours de draft, Bane débarque avec un bagage solide, près de 20 points de moyenne, plus de 40% en carrière derrière l'arc et la réputation d'être l'un des shooters les plus fiables de la ligue. À 27 ans, il vient d'enchaîner pas mal de bonnes saisons, avec aussi plus de 5 rebonds et 5 passes par rencontre. Même si perso, j'aurais aimé en plus de lui un meneur pur à Orlando pour vraiment organiser le jeu, ce profil c'est quand même exactement ce qu'il manquait au Magic. Ils avaient la défense, le duo Banchero-Wagner en pleine ascension, mais un vrai trou au niveau du spacing et de la création extérieure. L'an dernier, c'était la pire équipe de la ligue à 3 points, à peine 32%. L'arrivée de Bane change tout, menace extérieure, discipline et une vraie présence de second créateur pour soulager Paolo et Franz. Maintenant c'est vrai, le prix à payer a été lourd, notamment en tour de draft. Le Magic ne l'a pas eu gratos, et c'est normal, mais par contre ça met la pression. Ouais, Orlando a lâché une partie de son avenir pour accélérer le présent. Résultat, Bane doit avoir un impact immédiat. S'il s'intègre vite, le Magic peut viser bien plus qu'un premier tour. Dans une conférence Est fragilisée, ce move peut les propulser dans le top 4, voire plus. Ce que j'aime, c'est que la réussite du pari Bane pourrait clairement transformer Orlando en outsider sérieux. C'est bien pour ça que je vais le suivre attentivement. Maintenant, dans les jeunes à fort potentiel, cap sur Philly, avec Jared McCain. Drafté en 16e position en 2024, il avait démarré pied au plancher, plus de 15 points de moyenne, 38% à 3 points et même quelques coups d'éclat à 30 unités. Candidat sérieux au Rookie of the Year en début d'année, il a finalement abandonné la course suite à sa blessure au ménisque en décembre, qui a tout stoppé. Le problème, c'est que le concernant, pour l'instant, on n'a eu qu'un tout petit échantillon, et difficile d'être sûr et certain de son impact à 100% sur toute la durée d'une saison. Par contre, en 23 matchs, McCain avait donné exactement ce qu'il manquait aux Sixers, du culot, de la création extérieure, et une vraie fraîcheur dans une équipe fatiguée par les pépins d'Embiid et la gestion de Paul George. Avec son profil de combo guard capable de scorer et d'organiser, il s'était imposé comme une vraie option aux côtés de Maxey. Alors forcément maintenant, son retour va être scruté de près, tant les observateurs sont élogieux à son propos. Si McCain confirme ce qu'on a vu avant sa blessure, il peut stabiliser la rotation et offrir de la continuité aux Sixers, mais s'il tarde à retrouver son rythme ou si les blessures reviennent, Philly pourrait vite être tenté de l'inclure dans un trade pour maximiser la dernière grande fenêtre d'Embiid. Entre pépites à développer et monnaie d'échange, cette saison dira beaucoup de ce que McCain représente pour l'avenir de l'équipe. Et à Phoenix maintenant, vu que c'est leur tour, mon gros point d'interrogation se situe autour de Jalen Green. Franchement, je le sais, j'ai souvent été sévère avec lui et ça m'a pas mal été reproché. Je reconnais son talent et son explosivité, mais je l'ai souvent trouvé frustrant, trop brouillon, trop irrégulier, parfois déconnecté du collectif, capable de coups de chaud incroyables, mais sans discipline, ni efficacité. Et c'est justement pour ça que son arrivée dans l'Arizona m'intrigue autant. Est-ce qu'il va pouvoir changer? À seulement 23 ans, il sort d'une saison à plus de 21 points de moyenne avec Houston, et il débarque dans le trade de Kevin Durant. Phoenix a mis la main sur un arrière ultra athlétique, encore brut, mais avec un vrai potentiel de star. Le plan, c'est de l'installer direct aux côtés de Devin Booker dans le backcourt, avec même des responsabilités de meneur, selon certaines rumeurs. Un pari énorme, parce qu'on parle de deux scoreurs purs qui vont devoir apprendre à cohabiter et à partager le ballon, pas forcément évident sur le papier. Et c'est là que tout va se jouer, on va pas bégayer, il va en avoir des choses à prouver, surtout dans un rôle qui à la base n'est pas forcément le sien. Si Green s'adapte au rythme de Booker, qu'il gagne en propreté et qu'il comprend mieux les lectures de jeu, les Suns auront peut-être trouvé une seconde option offensive capable de prendre feu à tout moment. Mais s'il retombe dans ses travers, mauvais choix de tir, défense absente, l'expérience pourrait vite tourner court. À lui de montrer qu'il a mûri et qu'il peut transformer son talent brut en vrai impact cette saison. À Portland maintenant, on retrouve l'une des vraies révélations de la saison dernière, Toumani Camara. Drafté en 52e position en 2023, le Belge s'est imposé comme titulaire dès sa deuxième saison. 11 points, près de 6 rebonds et surtout une défense de malade. All Defensive Second Team, le premier Blazer récompensé depuis 2004. Il a mené la ligue en faute offensive provoquée, gratté des ballons au sol et fait passer des soirées cauchemardesques à beaucoup d'attaquants référencés en NBA. Et ce qui change tout dernièrement, c'est qu'il n'est plus qu'un défenseur. Son attaque progresse elle aussi. Son tir extérieur, qui n'était pas son point fort à la base, est monté à presque 38%, et sa confiance progresse dans le domaine. Ajoutez à ça sa capacité à défendre 2, 3, voire 4 postes, et vous avez le profil parfait du 3&D moderne. Aujourd'hui, Portland le considère même comme un vrai building block, au point d'envisager un gros contrat longue durée pour le sécuriser à long terme. Alors maintenant, évidemment, ça sert à rien non plus d'être trop dithyrambique, on va rester tranquille, il a encore des étapes à franchir. Camara, notamment en termes de création, n'est pas encore
encore une option offensive majeure, mais s'il développe son playmaking et son arsenal au-delà du catch and shoot, il peut passer un cap énorme. À 24 ans, avec Scoot Henderson et Shaedon Sharpe autour de lui, il a l'opportunité de devenir une pièce incontournable du renouveau des Blazers. Pour moi, c'est clair, sa saison 2025-2026 peut l'installer définitivement comme une référence défensive en NBA, et peut-être même comme bien plus qu'un simple role-player. À lui de jouer donc. Direction Sacramento maintenant, où on le sait, les Kings, depuis le départ de Fox, avaient besoin d'un vrai pilote en attaque. Pour ça, ils ont fait venir Dennis Schroeder via un sign and trade avec Détroit, sur 3 ans et 45 millions. En 2024-2025, il a tourné à 13 points, 5 passes en 28 minutes, avec 49% au tir et 47% à 3 points en playoff. Tout ça en étant baladé d'équipe en équipe, c'est propre. 12 saisons NBA, 74 matchs de post-season, MVP du mondial 2023 avec l'Allemagne, le CV est là, pas de doute. Et sur le papier, justement, ce profil correspond immédiatement aux plus gros besoins des Kings. Avec Sabonis pour poser le cadre et DeRozan Lavine pour finir, Schroeder doit remettre du tempo, organiser le pick and roll et simplifier les lectures. Moins d'ISO, plus de flux et des tirs propres pour les finisseurs. S'il impose ce cadre, l'attaque pourrait retrouver une identité et permettre à chacun de s'épanouir dans son rôle. Reste à savoir jusqu'où concrètement ça peut les emmener ces Kings, et désolé pour les fans mais je suis pas très optimiste. Le gros souci de cette équipe se situe également en défense. Schroeder apporte du leadership et du mordant, mais ce n'est pas non plus un lockdown. S'il garde son efficacité, limite les pertes de balles et impose le rythme, Sacramento au moins se stabilisera. Sinon, malgré le talent du roster, le plafond pourrait encore une fois rester trop bas. On se déplace à San Antonio maintenant pour notre tour d'horizon et encore une fois on va changer d'échelle. Victor Wembanyama, 21 ans, sort d'une deuxième saison déjà hors norme. 24 points, 11 rebonds, près de 4 comptes de moyenne, une sélection All-Star et il était favori pour le Depoy avant qu'une thrombose à l'épaule ne stoppe net sa campagne. En seulement 46 matchs, il avait déjà redéfini ce qu'un intérieur pouvait faire dans cette ligue. Et c'est justement cette coupure qui, pour moi, va rendre sa saison si fascinante. Totalement rétabli, il a passé l'été à se forger, passage marquant dans un temple Shaolin pour travailler discipline et résistance, session intense avec Kevin Garnett pour durcir son jeu. Le message est clair, il veut revenir plus fort encore et transformer ce potentiel en domination constante. Les Spurs l'ont entouré d'un vrai backcourt avec De'Aaron Fox et le rookie Dylan Harper, sans oublier Stephen Castle, rookie de l'année. Avec ce noyau jeune et Wemby en pleine forme, l'objectif n'est plus le développement, mais de retrouver les playoffs. Et ça, retrouver la post-season, ce serait un vrai tournant pour cette franchise. Et plus que ça encore, ça doit être l'objectif. Si Wembanyama joue 70 matchs ou plus au niveau qui était le sien avant sa blessure et que San Antonio gagne un minimum, il sera dans la course au MVP dès cette année, pourquoi pas. Défensivement, il change la géométrie du jeu. Offensivement, il ose presque 9 tirs à 3 points par match. Le tout à 2,24 m, c'est irréel. La question n'est plus de savoir s'il va devenir une superstar, mais jusqu'où il peut emmener San Antonio et à quelle vitesse. Pour enchaîner, allons du côté du Canada, de Toronto, et là-bas, il y a une autre histoire qui m'intrigue pas mal. Brandon Ingram est arrivé en février dernier, prolongé dans la foulée pour 3 ans et 120 millions, mais il n'a toujours pas porté le maillot des Raptors en match officiel à cause d'une vilaine entorse à la cheville. Avant ça, à New Orleans, il tournait à plus de 22 points, 5 rebonds et 5 passes, un des meilleurs mid-range players de la ligue, All-Star confirmé, qui sur le papier vient épauler Scottie Barnes dans son rôle de franchise player. Mais justement, c'est là que ça coince, j'ai l'impression, dans son jeu, en tout cas c'est ça qui me met des doutes. Ingram adore fonctionner à mi-distance, là où Barnes et même RJ Barrett occupent déjà beaucoup d'espace. Avec Jacob Poeltl qui ne s'écarte pas, le spacing est fragile. Emmanuel Quickley reste quasiment le seul shooter à gros volume de ce 5 et ça rend l'équation offensive compliquée. Pour que ça marche, il faudra qu'Ingram accélère ses lectures, qu'il joue plus vite, plus simple, plus à l'extérieur, sans casser la dynamique collective. Offensivement déjà donc il y aura un défi pour lui, et défensivement en plus, les attentes sont tout aussi grandes. Barnes ne peut pas tout absorber, Ingram et Barrett doivent hausser leur niveau pour équilibrer les efforts. BI affirme qu'il veut montrer qu'il a toujours été un shooter extérieur fiable, et surtout qu'il est un compétiteur. Les fans de Toronto y croient fort, ils le voient comme le facteur X qui peut ramener la franchise en playoff dans une conférence Est ouverte. À 27 ans, la balle est dans son camp, soit il devient enfin le lieutenant parfait à côté de Barnes, soit on restera sur un talent frustrant, incapable de franchir le dernier cap pour vraiment briller. Pour le Jazz maintenant, on approche de la fin et je veux parler d'un joueur qui incarne presque à lui seul le pari du talent brut, Ace Bailey. 18 ans seulement, choisi en 5ème position de la draft 2025, il arrive avec une réputation contrastée. À Rutgers, il tournait à 17 points et 7 rebonds de moyenne avec une palette offensive déjà impressionnante. Step back, pénétration, tir longue distance à 35% et une envergure qui lui permet aussi de contribuer défensivement. Et son arrivée à Utah ne s'est pas faite sans interrogation et c'est le plus gros problème à mes yeux. Son processus pré-draft a surpris, peu de workout, des refus à certaines franchises, une attitude parfois jugée starlet, et en plus, il n'avait pas forcément l'air ravi d'atterrir dans le marché discret de Salt Lake City. Résultat, il a glissé hors du top 3, alors que beaucoup le voyaient comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa cuvée. Et c'est bien ça qui va rendre sa saison particulièrement intéressante à suivre, cette incertitude qui l'entoure. Le Jazz est jeune, en plein rebuild, et lui offre une scène idéale. Bailey pourra toucher beaucoup de ballons, tester son jeu à différents postes, et montrer s'il a le mental pour transformer son talent en impact NBA. S'il joue avec sérieux et constance, il peut vite faire regretter à plusieurs franchises de l'avoir laissé filer, mais s'il se repose sur ses acquis, il risque aussi de confirmer les doutes qui l'entourent. Son destin est donc entre ses mains.
Allez, finissons avec Washington, où un autre jeune français, encore un, va attirer mon attention. Bilal Koulibaly. Il sort d'une saison à 12,5 rebonds et 3 passes de moyenne avec déjà un triple-double et 2 sélections au Rising Stars. À seulement 21 ans, il est devenu titulaire à plein temps dans une équipe en reconstruction. Mine de rien, c'est déjà pas mal avec si peu d'XP. Par contre, c'est vrai, le contexte est particulier dans une équipe aussi instable, mais justement, c'est ça qui lui donne une si belle opportunité. Avec les départs de Jordan Poole et Kyle Kuzma, et malgré les présences de vétérans comme Chris Middleton et CJ McCollum, la place de go-to-guy reste à prendre. Les Wizards ont besoin que Bilal progresse en attaque, surtout à 3 points où il n'a pas dépassé les 30% la saison passée. Défensivement, par contre, il est déjà reconnu comme un poison, capable de coller aux meilleurs extérieurs adverses. Et ce qui peut tout changer, je pense, c'est son été avec les Bleus. Perso, je compte fort dessus. Lors de la prépa de l'Euro, il a montré plus d'assurance, agressif balle en main, capable de pousser en transition et de s'imposer comme un leader des deux côtés du terrain. Cette expérience internationale peut être un déclic pour franchir un cap en NBA. Les dirigeants de Washington comptent sur lui, et Bilal le sait. Son attitude, sa régularité et la confiance qu'il a sur son tir décideront s'il deviendra simplement un bon role-player ou bien le vrai visage du renouveau des Wizards. Bref, 30 franchises, 30 joueurs, j'en peux plus, je suis complètement essoufflé, je perds ma voix, on arrive au bout de ce marathon. Du coup maintenant, c'est à vous de parler, c'est vous que j'ai envie d'entendre. Quel est, selon vous, le joueur le plus excitant à suivre pour cette saison? Dans cette liste ou ailleurs? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de connaître vos choix et d'entendre vos arguments. Le sujet est complètement ouvert, on peut parler de tout un tas de joueurs, alors lâchez-vous la team, je compte sur vous.